Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Martel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Groupama, qui est un des grands assureurs français. Vous possédez d'ailleurs aussi Le Gane. Alors pour donner une idée de votre taille, vous faites 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous employez 31 000 personnes, vous êtes présent dans une dizaine de pays, notamment en Europe, et votre particularité, c'est d'être un groupe mutualiste, c'est-à-dire que vos clients sont des sociétaires, c'est-à-dire un peu comme des actionnaires, qui participent à la vie du groupe. Et votre autre particularité, c'est que vous êtes très présent dans l'agriculture, vous êtes un peu l'assureur historique des agriculteurs, mais vous êtes aussi maintenant dans l'assurance auto, l'assurance habitation. Vous êtes également assureur des entreprises et des communes. Alors, on va évoquer bien sûr, Thierry Martel, l'ensemble de ces activités, ainsi que votre stratégie sur un secteur d'activité qui est en pleine consolidation depuis 10 ans. On va évoquer les grands risques auxquels votre métier est confronté. Alors, ils sont nombreux, entre la cybersécurité et le changement climatique. On fera le bilan du grand bouleversement sur l'assurance agricole auquel vous avez contribué. Mais peut-être d'abord un mot sur la situation économique et politique en France. On voit qu'on vit un moment assez particulier où on n'a pas de majorité, pas de budget encore. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes inquiet aujourd'hui de cette situation ? Vous savez, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on aime, c'est de la stabilité et surtout de la visibilité. Pour conduire. Voilà, ce qui nous manque beaucoup. Et c'est un facteur d'inquiétude et donc de prudence dans nos investissements et dans la manière de peut-être de préparer l'avenir et de nous engager. Vous embauchez moins Non, on n'embauche pas moins. Notre secteur est peut-être moins touché que d'autres, je pense notamment au secteur industriel et des secteurs aujourd'hui qui sont très touchés comme l'automobile, comme la sidérurgie, comme la chimie, qui sont touchés de plein fouet par des crises profondes. Ce n'est pas notre cas puisque l'assurance a cette particularité d'être pour une part significative d'entre elles obligatoire. Notamment sur l'auto, sur la santé, puisque vous avez cité tout à l'heure nos métiers. Une des particularités de Groupama, c'est qu'on fait 50% de notre activité en assurance de dommages et 50% de notre activité en assurance de personnes. On est un groupe peut-être le plus équilibré du marché en termes de répartition. Et on n'est pas forcément très connu sur cet aspect assurance de personnes, mais on est le plus gros assureur santé individuelle en France, par exemple. Et vous voulez dire que vous êtes relativement... l'état de la conjoncture est relativement neutre sur votre activité finalement, que ce qui est de la croissance, qui n'en est pas. Alors, après tout, on est captif. Vous savez, le principe de l'assurance, c'est de protéger la richesse, de protéger la production. Donc, les études macroéconomiques montrent qu'il y a une corrélation très forte entre le taux de croissance et le taux de développement de l'assurance. Mais par contre, ce n'est pas une dépense qu'on peut facilement arbitrer. Vous devez assurer votre automobile parce que ça fait partie quelque part des dépenses contraintes. Donc on a cette double chance, d'être une dépense contrainte, de bénéficier en France de ce qu'on appelle la tacite reconduction, à la différence de la plupart des autres pays où chaque année, l'assuré doit faire la démarche de trouver un nouvel assureur. Donc on a ces facteurs de stabilité et de résilience, qui sont importants. Alors pour en revenir à la situation française, il y a un sujet qui préoccupe tout le monde, c'est le niveau de la dette, c'est les déficits qui filent. Aujourd'hui, si vous étiez ministre des Finances, après tout, on vient de prendre un de vos collègues, Éric Lombard, est installé ancien assureur, effectivement. Ancien assureur, vous voyez, c'est un métier plein d'avenir. Et donc c'est notre nouveau ministre de l'économie, et donc c'est à lui de faire un budget. Alors vous, par exemple, quels sont de votre point de vue les principaux sujets qu'il faut traiter ? Écoutez, selon les différentes statistiques, grosso modo, les prélèvements obligatoires en France sont entre 45 et 50% du PIB. C'est le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde, après les pays communistes. Et le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est d'augmenter encore les recettes de l'État. Moi, je pense qu'on prend le problème à l'envers, puisque à côté de ça, non seulement on a les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés quasiment du monde ou des pays développés, et dans le même temps, quand vous regardez le PIB par habitant, qui est une forme de création de richesse, la France aujourd'hui a largement décroché. Le PIB par habitant en France est autour de 44 000 $.
Le PIB par habitant en Allemagne est autour de 52 000 $ et le PIB par habitant aux États-Unis est de 82 000 $. Donc on voit bien que notre modèle aujourd'hui n'est pas efficient. Et la question, c'est comment on redonne de l'efficience à ce modèle. On voit qu'augmenter la puissance, la dépense publique et les prélèvements obligatoires ne nous emmènent pas dans la bonne direction. Donc la question, c'est comment on inverse cette tendance. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un effort aux entreprises? Vous dites que le taux de prélèvement obligatoire est le plus important auprès des particuliers. Est-ce qu'il faut demander un effort aux entreprises et est-ce que vous êtes prêt à y participer vous-même? C'est ce qui va se passer entre nous. Si je prends un exemple un tout petit peu provocateur, puisqu'il a été dans l'actualité récente, Notre-Dame. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé sur Notre-Dame? Notre-Dame n'aurait jamais dû brûler. L'État, par un défaut d'entretien, a laissé brûler Notre-Dame. Et qui est-ce qui a reconstruit Notre-Dame? Ce sont les entreprises privées. Donc aujourd'hui, c'est un peu le symbole de la France aujourd'hui. Donc c'est les entreprises qui vont reconstruire la France. C'est les entreprises qui doivent reconstruire la France. Et c'est là-dessus qu'il faut parier. Oui, alors parmi vos enjeux, il y a celui du vieillissement de la population, les sujets de santé, d'autonomie et de retraite. Alors on voit que la réforme des retraites est très contestée aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Frédéric Dabi, qui est le DG, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. À chaque réforme des retraites, Maxime, on nous dit, depuis maintenant 30 ans, les années Rocard par exemple, ou Balladur, on nous dit c'est la dernière réforme. C'est la réforme pour sauver le système. Et pour le pérenniser, et puis après on n'en parle plus. Exactement, et c'est exactement ce que disent, ce que croient les Français. Alors Thierry Martel, est-ce qu'il faut revenir sur cette réforme des retraites? On prend ce qui risque de se produire, puisqu'il y a des consultations qui vont se tenir entre le gouvernement et les partenaires sociaux avec l'objectif déclaré de revenir sur cette réforme. Mais on prend le sujet de la réforme des retraites, comme d'ailleurs le sujet de l'assurance maladie, par l'angle comptable, et sans réfléchir au fond à ce que c'est qu'un système de retraite. Par répartition. Un système de retraite tout court, parce qu'au fond, vous avez 3 phases dans votre vie. La première phase qui est l'enfance, la deuxième phase qui est la vie active, et la troisième phase qui est la retraite. Dans la première et la troisième phase, vous vivez du travail des autres. Il n'y a que la phase du milieu où vous vivez de votre propre travail et où votre propre travail fait travailler les autres. Votre salaire. Voilà. Quand vous regardez aujourd'hui comment se décomposent ces 3 phases, vous avez grosso modo une vingtaine d'années d'enfance, une quarantaine d'années de vie professionnelle et à nouveau une vingtaine d'années de vie en retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de la vie ou à peu près la moitié de la vie où on vit du travail des autres. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Alors, on peut dire que c'est le progrès de la civilisation, mais ça veut dire que pendant la moitié de votre vie, vous vivez du travail des autres. Cette question-là, on ne se la pose jamais. Quand le régime de retraite par répartition a été mis en place après la guerre, c'était un régime de solidarité. C'est-à-dire que grosso modo, l'espérance de vie en retraite après la guerre était autour de 5 ans. Et la retraite, c'était un mécanisme de solidarité où les actifs aidaient les gens qui n'avaient plus la force de travailler à vivre une fin. Ça veut dire qu'il faut revenir sur ce système de solidarité? Aujourd'hui, on a transformé quelque part les mécanismes de protection sociale en des mécanismes de droit. Et on voit bien qu'on considère, c'est vrai pour le chômage, c'est vrai pour l'assurance maladie, c'est vrai pour la retraite, que beaucoup de retraités aujourd'hui passent les 10 premières années de leurs années de retraite comme des grandes vacances payées par la collectivité. Est-ce que c'est légitime? Et surtout, est-ce que c'est légitime de faire payer ça par la solidarité comme on le fait aujourd'hui? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'au fond, quand vous êtes en retraite et vous vivez du travail des autres, il y a 2 possibilités. La première, c'est soit vous vivez de la richesse que vous avez accumulée pendant votre vie active, c'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, soit vous vivez directement du travail des autres qui vous payent quelque part dans votre phase d'inactivité. Et ça, c'est la retraite par répartition. À un moment donné, est-ce que c'est légitime de faire supporter à nos jeunes, à nos enfants, la charge pendant 10 ans d'une vie finalement assez paisible et oisive? Vous êtes en train de nous dire en fait qu'on va... C'est un choix de société. On ne va pas continuer à bricoler des âges pivots. Enfin, il va falloir un jour imaginer peut-être un autre système. Un autre système et de meilleur équilibre. Alors après, ça pose la question de l'emploi des seniors. Vous savez qu'en France, c'est un point très faible, que l'emploi du senior en France est très bas, un des plus bas d'Europe. On a 30% à peu près de taux d'emploi sur les seniors. Et à travers cet âge de départ en retraite, c'est assez psychologique parce que les gens se préparent en fonction de l'âge légal de départ en retraite. Et plus l'âge de... Il faut sortir de ces habitudes. Et donc, en fait, c'est un problème un peu plus global de répartition de la charge de la production à l'intérieur de la population qu'il faut se poser. Alors, on va en revenir à un autre grand sujet qui n'a rien à voir, mais c'est qu'on vient d'assister à un cataclysme à Mayotte.
qui a causé des dégâts considérables et qui est un peu un symbole de ce dérèglement climatique qui affecte maintenant la planète. D'abord, est-ce que vous étiez assureur Oui, on est un gros assureur à Mayotte. On a à peu près un tiers du marché. On voit qu'il y avait 850 millions d'euros de dégâts estimés. À combien vous êtes exposé? C'est très difficile à dire aujourd'hui. La fourchette que vous présentez d'ailleurs est assez large. C'est difficile d'accéder, c'est difficile de faire des expertises. Et puis, il y a eu les conséquences directes du cyclone. Et puis, il y a ce qui est en train de se passer maintenant. La reconstruction. Oui, puis les pillages, les destructions. Enfin, à un moment donné, dans une économie où chacun cherchait à survivre, il s'est passé des choses qui dépassaient simplement le cyclone. Alors, ce que je disais, c'est que c'est vraiment un symbole de ce dérèglement climatique qui fait s'interroger notamment toute la profession de l'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'à l'avenir, on pourra toujours assurer le risque climatique, le changement climatique? Là aussi, au risque de ne pas forcément être dans le mainstream, oui, c'est un cyclone qui est passé sur Mayotte, mais ce n'est pas un cyclone d'une intensité extraordinaire. Ce qui a provoqué des dégâts extraordinaires, c'est les bidonvilles, c'est la précarité. Ce cyclone serait passé ailleurs. Donc il faut réfléchir à la prévention, c'est ça qu'il faut réfléchir à la prévention et la situation très particulière de Mayotte. Alors, je vais reprendre une citation d'un ancien grand assureur, l'ex-PDG d'AXA, Henri de Castres, qui disait avec un monde plus chaud de 4 degrés, un monde plus chaud de 4 degrés sera impossible à assurer. C'était il y a 10 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut inventer un nouveau modèle économique pour les assureurs? Et si oui, lequel? En fait, sur cette question de l'inassurabilité, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui est de savoir mettre un prix en face du risque. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution du climat va plus vite que ce qu'on avait prévu dans les modèles. Grosso modo, le coût des sinistres climatiques double tous les 5 ans. Oui. Il va augmenter d'ailleurs de près, presque doubler par rapport à la dernière période. Oui, si on prend des chiffres ronds, c'était autour de 2 milliards d'euros sur la période 2010-2015 par an. C'était autour de 4 milliards d'euros sur la période 2015-2020. Et là, si on prend les dernières années, on est autour de... On a eu 10 milliards d'euros, 6 milliards d'euros. Vous voyez, on est autour de 8 milliards d'euros de sinistres par an. Donc on est sur quelque chose qui augmente de manière exponentielle. La question, c'est comment est-ce qu'on modélise ça, sachant que dans cette augmentation des coûts, vous avez 2 facteurs. Vous avez celui qui vient spontanément à l'esprit, qui est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements, mais vous avez une part aussi importante de l'augmentation des sinistres qui vient de l'augmentation de la richesse au sol. C'est-à-dire que plus le pays se développe, plus il y a de richesse au sol, plus il y a de choses... Plus il y a de risques de dégâts. Plus il y a de risques de dégâts, c'est-à-dire de plus en plus cher. Et de plus en plus cher. Et les projections que fait la profession, c'est que dans l'augmentation des risques climatiques, 40% vient de l'aggravation du climat et 60% de l'effet richesse. Il faut aussi tenir compte de ces 2 aspects dans les calculs. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est capable d'anticiper la tendance et de mettre un prix en face du risque? La deuxième question, c'est, une fois qu'on a fait ça, est-ce que les gens ont les moyens de payer les primes qui vont en face? Oui, parce que, en fait, pour financer ces catastrophes, et pour équilibrer vos comptes, vous en venez à augmenter les primes d'assurance. C'est ça. Sur l'auto, enfin sur d'autres choses, sur d'autres... Non, pas véritablement. Il n'y a pas une mutualisation des systèmes d'assurance en quelque sorte? On voit que les primes d'assurance vont augmenter cette année sur l'auto et sur l'habitation. Est-ce que c'est une façon de payer en fait pour le reste et notamment pour l'impact du changement climatique? Sur l'automobile, il y a un problème d'inflation. Clairement, le coût de la réparation automobile galope et ce qu'on répercute, c'est l'inflation spécifique à ce secteur d'activité. Dans le secteur de l'automobile, le coût de la réparation automobile a toujours eu un niveau d'inflation supérieur à l'indice général des prix. Donc c'est pas le changement climatique. Il y a un peu, non, c'est marginal sur l'automobile. Sur l'habitation, il y a de l'inflation aussi là. Oui, il y a de l'inflation. Beaucoup d'inflation même. Mais ce qui explique le chiffre très élevé que vous exposez là, c'est un phénomène
très spécifique qui est l'augmentation de la taxe, de la contribution aux catastrophes naturelles. Vous savez que l'État a porté, quand vous payez votre prime habitation sur vos assurances de dommages, vous payez jusqu'à cette année 12% de contribution au régime des catastrophes naturelles. À compter du 1er janvier, l'État a porté cette contribution de 12 à 20%. D'où l'augmentation attendue cette année. Voilà. Donc, effectivement, l'essentiel de l'augmentation sur l'habitation vient de cette contribution supplémentaire au financement des risques de catastrophes naturelles. D'accord. Un autre sujet... Qui explique le décalage qu'il y a d'ailleurs entre les deux primes d'assurance. Un autre grand sujet qui a mobilisé l'année dernière, c'était la réforme de l'assurance agricole qui a été mise en place pour que les agriculteurs puissent mieux s'assurer, l'idée étant que l'État subventionne les primes et que les assureurs assurent mieux le multirisque climatique. Est-ce qu'un an plus tard, on est satisfait de cette réforme? Quel bilan on peut en tirer? Alors, déjà, le principe de l'assurance climatique n'est pas une originalité ni française ni européenne. Quand vous regardez les agricultures du monde, pratiquement toutes les zones géographiques subventionnent d'une manière ou d'une autre, soutiennent leur agriculture. Aucune agriculture ne fonctionne purement au prix de marché. Et le mécanisme qui est retenu à peu près partout ailleurs pour soutenir l'agriculture, ce sont des mécanismes assurantiels. Donc, au fond, on n'a fait qu'introduire en France... Faire ce qui se faisait ailleurs. Et même en Europe, un pays pratiquait ça depuis longtemps, et même avant son entrée dans la communauté européenne, c'était l'Espagne. Et le modèle français s'est pour partie inspiré du modèle espagnol en l'améliorant et en le perfectionnant. D'ailleurs, l'Espagne avait obtenu au moment de son adhésion à l'Europe que ce système, qui à l'époque n'était pas compatible avec le droit européen, soit maintenu à titre exceptionnel dans ce pays. Puisque l'Espagne, depuis longtemps, est confrontée aux problèmes notamment de sécheresse. Et il le gère plutôt bien. Et maintenant qu'on a suivi les autres, est-ce que les agriculteurs sont mieux assurés qu'avant? On voit que cette colère agricole est liée aussi aux effets du changement climatique. Ensuite, l'intérêt de l'assurance. Pourquoi est-ce que l'assurance est un mécanisme pertinent en matière de subvention à l'agriculture? Parce qu'au fond, comme vous le dites, aujourd'hui, 70% de la prime est payée par l'État. Donc c'est une manière indirecte utilisée par l'État pour injecter de l'argent dans l'agriculture, dans une approche que je qualifierais d'ex post et non pas d'une approche ex ante. Dans le système de la prime PAC aujourd'hui, un agriculteur... Donc la PAC, c'est la politique agricole commune. De la politique agricole commune, un agriculteur touche une prime, quel que soit le niveau de sa récolte finale. Il retouche une prime a priori qui est fixe. Dans le mécanisme de l'assurance agricole, l'État met cet argent dans un pot commun et cet argent est ensuite fléché vers les agriculteurs qui ont eu des déficits de récolte. Donc au lieu de faire une subvention qui soit donnée à tout le monde, quel que soit son niveau de production, elle est ciblée sur ceux qui en ont besoin parce qu'ils ont eu un déficit de récolte. Donc je pense que c'est efficace sur le plan économique et plus juste, puisque ça permet de lisser le risque. De lisser le risque entre ceux qui ont été dans des zones touchées versus ceux qui ont été dans des zones non touchées. Alors, la question, c'est comment on embarque plus d'agriculteurs dans ce mécanisme. Aujourd'hui, ils sont en multirisque climatique 25%. Un peu plus, l'idée, c'est d'aller encore plus... L'idée, c'est de monter aux alentours de 30% de la ferme France. 50% de la ferme France, pardon. Un mot peut-être maintenant, Thierry Martel, sur votre stratégie chez Groupama. Gaëtan le disait, vous êtes un modèle mutualiste assez original. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il vous donne les moyens de votre développement aujourd'hui par rapport à des géants de l'assurance privée qui ont peut-être plus de moyens à mobiliser sur les marchés financiers parce qu'ils sont cotés, etc. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Écoutez, ce sont deux modèles qui cohabitent sur le même marché, mais qui sont très différents. L'assurance privée, c'est quoi? Ce sont des capitalistes qui mettent du capital sur la table et qui le risquent en prenant en charge un certain nombre d'aléas et en espérant que ces aléas seront gagnants et leur permettront de rémunérer leur capital. Donc c'est une approche très top-down en réalité. Le mutualisme, c'est juste l'inverse. Le mutualisme, c'est très bottom-up. C'est des gens qui se mettent ensemble et qui se disent on a des risques, on va mettre de l'argent dans un pot commun et on va faire en sorte de faire un mécanisme de répartition, voire de solidarité. Vous voyez, donc c'est des approches complètement différentes.
il faut qu'on ait du capital pour faire fonctionner notre compagnie d'assurance. Mais moi, ce que j'aime bien, au fond, dans cette approche mutualiste, d'abord, j'ai une gouvernance qui est représentative de mes sociétaires, puisque, en particulier chez Groupama, les élections sont totalement libres. Mon conseil d'administration, ce sont les présidents des caisses régionales. En fait, il y a 2400 caisses locales, parce que c'est très, pour expliquer un petit peu, parce que le mutualisme, c'est quand même un monde. Donc, il y a 2400 caisses locales en France qui, elles-mêmes... On a une trentaine de milliers d'élus en France. Voilà. Qui ensuite, ensuite, il y a des caisses régionales au-dessus. C'est ça. 9, je crois, chez vous. C'est ça. En métropole, plus voilà. 2 ultramarines. Et donc tous ces gens, tous ces sociétaires participent à la vie du groupe. Ils élisent dans leur caisse locale leur président de caisse locale, à l'échelle du canton, grosso modo. Le président de caisse locale, ensuite, élise leurs présidents régionaux. Et les présidents régionaux constituent le conseil d'administration du groupe. Alors ça ne vous a pas empêché d'acheter le GAN, finalement, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des ambitions d'acquisition en France ou à l'étranger? Est-ce qu'il y a il y a quand même eu pas mal de consolidation dans le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui vous seriez un acteur de la consolidation? Écoutez, oui, clairement. Je pense que dans le monde vers lequel on avance, les effets de taille sont positifs. D'abord parce que ça permet de mieux mutualiser les risques. Ça permet de mieux mutualiser les investissements. On voit qu'il y a des mutations technologiques qui sont très importantes aujourd'hui et qui nécessitent des capacités d'investir. Et puis, ça permet aussi de mutualiser les coûts, je dirais, de la bureaucratie, qui fait qu'aujourd'hui, on a des dépenses de plus en plus, déraisonnables à faire. Mais ça pourrait être dans quel secteur? On voit que dans la santé, il y a beaucoup de petites mutuelles qui se consolident. Ça peut être dans ce secteur-là. Vous êtes déjà un peu présente. On peut vous imaginer plus allant dans la santé, par exemple? Oui, alors nous, si vous voulez, on a cette particularité d'être un groupe décentralisé qui permet d'accueillir des mutuelles, d'accueillir des petites mutuelles par des mécanismes de solidarité financière, tout en leur permettant de maintenir leur gouvernance et leur ADN, je dirais, sociétaire. Et de la même façon, à l'étranger, par contre, là, on a procédé de manière beaucoup plus classique, en achetant des sociétés, en opérant de manière capitaliste, puisque ce modèle mutualiste est quand même est moins répandu dans d'autres pays. Ouais. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces dernières années. En quoi ça bouleverse votre métier? Est-ce que c'est un risque, notamment en termes de cybersécurité, ou plutôt une opportunité, peut-être pour mieux cibler ou mieux personnaliser les solutions que vous apportez à vos clients? Alors, sur cette question de l'intelligence artificielle, je pense qu'on est au début de l'histoire, qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. D'abord, il ne faut pas surestimer la capacité de la technologie. La technologie fait des choses qui sont aujourd'hui impressionnantes, mais ça fait encore beaucoup d'erreurs. Oui, mais quand on calcule des risques, c'est quand même extraordinaire d'avoir des bases de données gigantesques. Oui, c'est pour ça que l'intelligence artificielle... C'est un outil extraordinaire pour vous. C'est un outil qui sait faire des choses, c'est un outil qui ne sait pas faire d'autres choses, et c'est un outil qui commet aussi encore beaucoup d'erreurs. Donc je pense qu'il y a des progrès technologiques à faire très importants sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous prendriez facilement un avion piloté entièrement par de l'intelligence artificielle ? Moi, j'en suis pas complètement convaincu. On prend déjà des métros sans conducteur. Donc, la technologie n'est pas complètement mature. 2, ça consomme des quantités d'énergie absolument faramineuses. C'est un sujet qu'on ne regarde peut-être pas aujourd'hui de très près, mais si je me réfère à un exposé que j'ai entendu un jour de Luc Julia, qui est l'inventeur de Siri, je ne sais pas si... Il expliquait que s'il y avait aujourd'hui sur ChatGPT le même nombre de requêtes que sur Google, l'électricité produite sur la planète ne suffirait pas. Donc, est-ce que ça fait du sens de dépenser autant d'énergie pour faire du ChatGPT? La question... Donc prudence sur ce sujet-là. Troisièmement, et là c'est un peu plus stratégique, aujourd'hui la technologie est entièrement maîtrisée par les Américains. Au fond, dans l'intelligence artificielle, vous avez 3 volets. Vous avez le volet du développement logiciel.
de le volet des machines, des capacités de stockage et des microprocesseurs, NVIDIA pour pas le citer, et puis l'énergie. Et vous voyez que sur les deux deuxième et troisième piliers, on est complètement sous dépendance américaine. Et donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se mettre complètement en dépendance américaine, parce qu'une fois que les Américains auront acquis le monopole, un peu comme ça s'est fait par Microsoft par le passé, ils imposeront leurs prix, ils imposeront leurs conditions. Et ce sujet-là, et même sur des sujets, même sur Mistral ou sur des solutions d'intelligence artificielle européennes, il ne faut pas se voiler la face sur le niveau de dépendance dans lequel on est en train de se mettre vis-à-vis des Américains. Et on voit que les relations entre les États-Unis et l'Europe sont pas si facile que ça. Ouais. Donc il y a un combat à mener aussi de donc il faut faire attention. Oui, le temps passe. On pourrait parler de l'assurance, de tous ces enjeux de l'intelligence artificielle pendant de longues minutes encore, mais l'émission est maintenant terminée. Merci Thierry Martel d'être venu nous voir. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le Figaro TV ou sur l'application du site internet du Figaro, sur lefigaro.fr. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.